bonjour à tous. Avant de vous présenter les invités, on va faire un petit peu comme au Hellfest. Là, on va changer de groupe, on va changer un peu la scène, les instruments pour accueillir. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Martineau, qui est conseiller départemental en charge du logement et de l'habitat. Accueillir également, ils sont juste à côté de nous, donc Maxime Baudran, qui est référent bois, donc à Fibois ex-Atlan-Bois, si vous voulez nous rejoindre. Pierre Brasseur, vous êtes chez Iloft, vous êtes donc constructeur de maisons bois, mais je crois que là aussi, vous êtes tourné très tôt, dès 2014, sur la construction modulaire en 3D. Donc c'est là aussi un élément que nous allons évoquer ce midi pour faire face à cette urgence logement. Et enfin, Nathan Massé, co-gérant que vous connaissez peut-être aussi, des Petites Pénates. Petites Pénates, donc vous êtes une entreprise de conception basée à Rosé de Tiny House et vous prônez un habitat social et écologique. Alors, effectivement, de ces phénomènes dits minimalistes, de non-standardisation, on voit qu'aujourd'hui, par rapport à l'urgence logement, s'impose de nouveaux modes constructifs, de nouveaux gabarits pour répondre à toutes ces incertitudes. On parlait, Bertrand, tout à l'heure, une augmentation des coûts de construction, une raréfaction de l'offre, des taux bancaires qui augmentent avec des garanties qui se durcissent. Donc autant dire que pour beaucoup de futurs accédants, c'est une porte d'entrée qui s'étroitise et qu'aujourd'hui, face au parallèle entre l'emploi et le logement, il y a des fils tendus, des fils d'Ariane, et en tout cas pour nous un fil éditorial au sein de l'OMA à poursuivre, parce qu'il ne faut pas oublier notre adage qui est celui d'un développement harmonieux au service de tous les territoires. Et aujourd'hui, Urgence Logement, ce n'est pas simplement le titre de notre futur ouvrage, c'est aussi le thème de cette conférence. J'ai envie de démarrer, bonjour messieurs, j'ai envie de démarrer tout de suite par le responsable, plutôt côté filière bois. Comment vous, Maxime, vous analysez ces nouveaux modes constructifs qui apparaissent, qui étaient au départ non standardisés, mais qui aujourd'hui... Ouais, c'est bon. Voilà. Comment vous, du côté de Fibois, vous analysez un petit peu ces modes constructifs qui arrivent sur le marché de la construction de logements pour répondre à ces objections que j'ai citées? Ouais. Alors déjà, juste pour introduire le sujet, bonjour à tous déjà. En fait, je voulais revenir un peu sur le contexte, c'est-à-dire qu'au-delà de la crise climatique, je ne vais pas revenir sur le sujet, on a aussi une crise de l'énergie qui est quand même assez sévère et qui repose aussi des questions sur les consommations d'énergie dans le bâtiment de manière générale. Les solutions existent. Après, effectivement, il faut les mettre en œuvre, il faut les massifier. Sur les systèmes constructifs, alors j'ai parlé beaucoup du bois, évidemment, la construction en bois, c'est pas nouveau. Simplement, ce qui est nouveau, c'est l'échelle de grandeur. C'est qu'en fait, on demande à la filière bois, et la filière bois aussi se positionne sur des projets conséquents, avec des exigences réglementaires qui sont parfois des contraintes réglementaires, mais qui se transforment en contraintes économiques. En fait, et pour revenir sur la question de l'énergie, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été annoncés juste avant. Je pense qu'il faut aussi raisonner peut-être un peu différemment sur la question même de la performance énergétique des logements. On a les technologies pour construire performant, que ce soit du passif par exemple. Évidemment, il y a la question de l'économie des projets passifs, mais vu le coût de l'énergie aujourd'hui, on voit que pour les ménages, pour les investisseurs, même pour les investisseurs, je pense que le coût de l'énergie va devenir un des critères de choix pour investir, parce que le coût de l'énergie, vous avez évoqué le bouclier de l'énergie qui a été mis en avant, mais qui est une bouée de sauvetage temporaire, parce qu'on va se prendre cette claque de l'énergie dans pas très longtemps. Donc je pense que la filière bois, effectivement, est une des solutions, c'est pas la solution, pour construire des logements performants. Et aussi, ce que je voulais dire aussi en introduction sur les systèmes constructifs, c'est qu'il ne faut pas confronter les matériaux, c'est qu'effectivement le bois est une solution, mais il n'est pas la solution tout seul. La filière bois est plutôt dans une démarche de mixité, de complémentarité, ce qui n'est pas le cas d'autres filières, je dois l'avouer. Alors, la crise sanitaire et géopolitique n'a pas aidé. Et sur la question de l'inflation aussi, je voulais aborder ce sujet sur le coût des matériaux. C'est que je pense qu'on est dans une phase un peu de mutation où la part de l'industrie prend une part plus importante dans le bâtiment.
bâtiment. Et là, ça va rejoindre le sujet qu'on va aborder aujourd'hui sur l'industrialisation, la préfabrication, le hors-site, qui ne sont pas non plus des sujets nouveaux. Alors, je laisserai mon confrère évoquer le sujet juste après. Je ne veux pas monopoliser la parole. Mais simplement, sur la question du bois, moi je reste assez modeste aussi sur la part de la filière bois dans tout ça. C'est qu'aujourd'hui, la part de marché du bois, tout secteur confondu, c'est à peine 10%. Aujourd'hui, on construit 90% des bâtiments en béton. J'ai le caractère un peu, mais pas à peine. Donc il faut aussi mesurer ce chiffre. Et à 2030, on espère pouvoir atteindre 20-30% de part de marché. Donc on n'est pas non plus dans des chiffres mirobolants sur la filière bois. Justement, volume au niveau des habitats dits alternatifs, mais qui aujourd'hui sont regardés de près par les opérateurs, Nathan, ça représente combien de volume au niveau national? C'est difficile à... C'est très difficile à on parle d'1 million de personnes, 1 million de personnes qui vivraient dans des habitats alternatifs, tiny house. C'est possible, mais il n'y a aucun chiffre, voilà, parce que c'est pas considéré en plus comme un bien immobilier, vu qu'il n'y a pas de fondation, c'est pas considéré comme un bien immobilier, donc il n'y a pas de chiffre. En plus, le nombre de constructeurs augmente de semaine en semaine. Voilà, c'est quelque chose de très porteur, notamment, je vais plutôt parler de la tiny house. Il y a encore 3 ans, je pense qu'il devait y avoir une trentaine de constructeurs en France. Aujourd'hui, on serait plutôt entre 150 et 200. Et une grosse partie s'est créée là, cette dernière année, dont nous, on fait partie aussi, ça fait maintenant 1 an. Donc voilà, en plus, c'est des entreprises plutôt artisanales, avec moins de 10 salariés, qui ont une production assez faible, qui tourne autour de 15-20 taillis par an. Donc voilà, on est sur des chiffres, moi, d'après mes petits calculs, je pense qu'en termes de tiny, on va être plutôt autour de 10 000 tiny aujourd'hui en France. Est-ce que vous considérez que, et on posera aussi la question à David tout à l'heure, que c'est une réponse par rapport à l'urgence logement, face à la difficulté de se loger aujourd'hui? Est-ce qu'au départ, c'était un habitat minimaliste qui tournait vers la sobriété, vers la frugalité, et aujourd'hui, on voit que c'est aussi une réponse qui est possible par rapport à cette urgence de se loger, notamment en corollaire avec une situation d'emploi, ou de non-emploi. Donc, nous, en fait, c'est un peu pour ça qu'on a monté la structure avec mes collaborateurs. En fait, on avait fait ce constat du mal logement et on s'était intéressé au tiny en se disant, bah voilà, c'est quelque chose qui est peu coûteux, qui se construit rapidement, et en plus, qui a une législation, enfin, nous, on a une problématique en dehors des matériaux et de l'énergie, c'est la législation, en fait, qui nous contraint notre développement, qui est un petit peu flou, mais ce flou peut aussi nous aider à implanter plus facilement certaines tiny aussi. Et donc on a fait ce constat-là, et aujourd'hui, voilà, que ce soit certaines collectivités, certains bailleurs, ou même certains chefs d'entreprise qui sont basés dans des bassins d'emploi comme Machecoul par exemple, qui sont vraiment... Vous avez initié un projet là-bas voilà, peut-être aussi en collaboration avec le département. Je sais que le département, peut-être que David Martin en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, là c'est une expérimentation sur une dizaine de tiny. Mais voilà, Machecoul, c'est 7000 habitants, il y a 3500 personnes qui viennent travailler chaque jour à Machecoul, et ils ont un déficit de logement sur leur commune, et ils se disent, bon, bah, pourquoi pas installer des tiny, c'est rapide, il n'y a pas besoin pour l'instant de modification de leur PLU, et donc ils voient une opportunité dans la tiny. Pierre, comment vous voyez un petit peu les choses en tant que constructeur de maisons individuelles, mais qui s'est tourné vers la standardisation très très tôt? Nous, on rencontre des difficultés où l'industrialisation impose un volume de l'habitat du bâtiment particulier, qui impose des difficultés au niveau du PLU. Et nos sujets aujourd'hui, c'est d'adapter cette industrialisation et les contraintes qu'il peut y avoir, c'est quand même des contraintes dans l'industrialisation, à ces sujets de PLU, de toiture, de revêtement muraux, de revêtement extérieur, vêture extérieure. Et donc il faut qu'on arrive à s'adapter à ces contraintes-là. La réforme de la question est peut-être un peu audacieuse, je vais la poser à David. Est-ce que le PLU aujourd'hui est en phase avec tous ces modes de construction qui apparaissent? On sent que c'est vécu, on vient d'entendre, un peu comme un frein. Une contrainte, comment vous voyez les choses du côté du département? Même si vous n'êtes pas département directement concerné par le PLU, mais on sent bien que c'est un peu une difficulté que représentent les constructeurs du secteur hospitalier. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être
Oui, je regarde si ça marche, que ça a marché. Les déséquilibres qui se sont créés ces dernières années. Le constat, il est, j'allais dire, des objectifs qu'on s'est fixés, 12 000 logements à produire par an, 5 000 logements sociaux et abordables à produire aussi chaque année sur le territoire de Loire-Atlantique. Ce sont des objectifs qui peuvent paraître très ambitieux au regard des chiffres que l'on a brassés ce matin, mais qui sont les chiffres minimum à atteindre pour que les déséquilibres ne continuent pas de se creuser. Et d'une certaine façon, face à cette situation, on l'a vu, hein, des envolées de prix qui nous amènent, parce que, j'allais dire, comme on prend l'habitude de commenter trimestre à trimestre, on oublie de voir que les trimestres cumulent et qu'aujourd'hui, les prix tels qu'ils nous apparaissent sur le territoire nord-atlantique deviennent totalement inabordables pour une partie grandissante de nos populations. Et donc, d'une certaine façon, pour le département de Loire-Atlantique, on sonne la mobilisation. Il y a une certaine inquiétude et, j'allais dire, il nous faut faire feu de tout bois entre les... Oui, tout à fait. Entre voilà, les différentes solutions d'habitat. Et on a décidé, nous, c'est d'ailleurs une demande que nous ont fait nos partenaires dans les discussions qui nous ont permis d'arriver à ces objectifs communs décidés dans le cadre de ce plan départemental de l'habitat, voilà, d'être un des interlocuteurs des territoires, un des interlocuteurs des opérateurs, pour regarder comment on met de l'huile dans le rouage, voilà, pour répondre à cette contrainte qui est la première aujourd'hui face à nous, produire et produire. Parce que quand le volume de production est trop peu élevé, on sait qu'à la fin de la fin, c'est toujours sur les plus modestes que cela vient finir par poser. Et donc du coup, tout ce dont on discute aujourd'hui sur l'urgence logement nous préoccupe particulièrement. Je donnerai qu'un chiffre. On sait que si je prends par exemple la demande de logement social en Loire-Atlantique, elle est aujourd'hui à plus de 55 000 demandeurs. C'est une attribution pour 5 demandeurs, pour un peu plus de 5 demandeurs aujourd'hui sur notre département. On était habitué à vivre avec 1 sur 3 ou 1 sur 4 depuis des années. On est passé à 1 sur 5. Mais surtout, c'est plus de 2500 demandeurs qui sont aujourd'hui en bidonville, en squat, etc. Donc on a un gros problème d'urgence à répondre. Et j'allais dire, toutes les solutions qui nous sont proposées aujourd'hui, le département cherche à aider et y répondre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adopté lors de la dernière session le fonds départemental logement d'abord, avec 4 millions d'euros de crédits pour aider les opérateurs à viser à sortir plus d'une centaine de solutions de logement d'urgence sous forme de modulaire, sous forme de tiny house. J'allais dire, la forme importe peu du moment que la réponse est apportée dans le bon territoire, aux bonnes personnes, avec les bonnes conditions de logement. Donc une centaine de logements chaque année, et on travaille à pouvoir y arriver avec nos partenaires. Vous faites certainement écho aussi au décret du 24 juin 2021 sur justement les conditions d'assouplissement en termes de formalité. Est-ce que, Nathan et Pierre l'évoquaient, est-ce qu'on pourrait envisager un assouplissement justement de ce décret pour l'étendre, pas simplement dans une situation d'urgence pour sortir des gens de squat, de situations extrêmement précaires, mais l'étendre justement pour pouvoir permettre aux jeunes aujourd'hui, qui sont peut-être une cible intéressante, à se loger, ou en tout cas à habiter. Aujourd'hui, on voit que tout ce qui concourt à permettre une fluidification des productions, une accélération des productions, retient évidemment notre attention et notre mobilisation. Même si on voit aussi avec la situation climatique et les transitions auxquelles on fait face, que c'est peut-être pas dans la norme qu'il faut aller chercher. Voilà, on sait que le débat s'est posé, hein, trop de normes égale une augmentation des prix. En tout cas, on a vu aujourd'hui que la question des normes, entre autres thermiques et de confort de logement, avec le confort d'été qui vient aussi en plus du prix de l'énergie, qui est quand même une grosse inquiétude. C'est vrai qu'on en parle aujourd'hui, j'allais dire, de façon un peu lapidaire, mais on a quand même beaucoup d'inquiétudes pour la capacité des Français et des Français modestes, des Françaises et des Français modestes à pouvoir faire face à ce coût de l'énergie si on n'est pas simplement sur une cloche, mais si le prix de l'énergie continue d'être durablement au niveau où il est aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, tout ce qui permettra une mobilisation. On a d'ailleurs des discussions en continu avec l'État, hein, dans le cadre du
PDA, LHPD ou du PDH, voilà, pour regarder comment nos politiques de logement, nos politiques publiques, les initiatives des investisseurs, les initiatives des opérateurs, voilà, peuvent être fluidifiées. Aujourd'hui, on a besoin d'accélérer les choses. Nathan, justement, pour accélérer les choses, certaines villes comme Bordeaux récemment ou Périgueux, il y a quelques temps déjà, s'intéressent un petit peu à tous ces fonciers, jardins, pour installer une tiny house. Alors, non pas, je sais que les municipalités se méfient des locations de type Airbnb ou Booking, mais pour justement installer une personne, installer un couple, une personne âgée à côté, pour pouvoir justement densifier, on parle de densification douce, mais densifier un petit peu plus. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité ou encore il y a des contraintes techniques à ce que ça puisse voir le jour, peut-être demain à Nantes? Il y a des... Vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, il y a des contraintes techniques. Enfin, bon, voilà, pour installer une tiny ou un habitat modulaire dans un jardin, voilà, il faut avoir aussi l'accès au jardin, bien entendu. Donc là, voilà, c'est très pratico-pratique. Après, moi, comment vous faites justement? Nous, pour l'instant, on ne le fait pas. Voilà, on est une petite structure. Si on n'a pas l'accès, on ne le fait pas. Mais de plus en plus se développe justement en fait avec des camions grues. Voilà, on peut transporter une tiny derrière une maison. Voilà, mais ça limite, ça annule un peu le côté mobile en fait et l'intérêt de la tiny house. C'est intéressant. Moi, je parlerai d'une expérimentation en région parisienne, une association IMBI qui fait ça pour des migrants, pour des mineurs isolés, qui en fait justement vu qu'il y a une contrainte sur l'implantation et sur le fait de trouver du foncier, ils trouvent des gens qui sont prêts à accueillir un migrant dans leur jardin et ils viennent justement installer une tiny dans le jardin et ça leur coûte rien et au lieu d'avoir une personne à accueillir chez soi, des fois c'est un petit peu compliqué, il y a un lien social quand même, mais la personne a son indépendance aussi. Voilà, il y a plein d'expérimentations. Je parlerai aussi peut-être du Taille Village à Saint-Brieuc, où là c'est un village de tiny pour étudiants qui s'est créé il y a maintenant 2 ans à proximité du campus étudiant. C'est l'initiative par contre d'un privé, c'est pas l'initiative du Crous. D'un opérateur privé en fait, voilà. Et là, ces logements sont éligibles aux APL et à la CAF, mais là aussi, il n'y a pas de décision nationale, c'est au cas par cas. Chaque CAF départementale donne son aval ou pas. D'accord. Dans une ancienne vie professionnelle, vous avez initié un village tiny house, n'est-ce pas, à Rezé? Oui. Est-ce que c'était une vocation? Quelle était votre vocation, votre motivation à l'époque? C'était de tester en fait, voilà, différents modes. Alors voilà, c'est plutôt mon collaborateur qui avait monté, qui était à l'initiative de ce projet-là. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard. Mais lui, c'est vrai que quand il est arrivé à la mairie de Rezé, il y avait des problèmes de bidonville sur Rezé, de Rome. Donc ils ont réfléchi à des moyens justement pour répondre et résorber les bidonvilles. Il y avait un retard aussi sur la construction de logements sociaux, donc il l'a fait aussi, enfin ils l'ont fait, l'équipe municipale de l'époque l'a fait aussi pour rattraper ce retard-là. Et puis voilà, les tiny, ils trouvaient ça quelque chose, c'était intéressant, c'était un petit peu nouveau, et puis c'est le côté aussi résilient et peu énergivore aussi qui est intéressant parce que c'est vrai que le volume est très petit. Donc voilà, le projet existe aujourd'hui sous un mode un peu réduit. Voilà, la crise sanitaire est passée par là aussi, et du coup ça a découragé certains porteurs de projets. On parlait justement de la difficulté par rapport à des situations ponctuelles de jardin. Comment vous, parce que vous êtes passé très tôt sur un phénomène de standardisation et de conception modulaire avec la 3D dès 2014, comment vous, chez iLoft, vous percevez aujourd'hui cette demande potentielle de logement dit d'urgence, mais oui, de l'urgence logement? Un des intérêts de la construction modulaire standardisée, industrialisée, c'est on connaît dans le modulaire l'intérêt de durée de chantier réduite par la préfabrication d'atelier, mais la vraie durée, le vrai gain qu'il y a, c'est sur la durée d'initialisation du projet, donc la conception, toute la phase étude, etc. L'intérêt porté à la construction modulaire est sur cette réduction
de cette préparation de chantier et conception de chantier. Et pour répondre à l'urgence logement, il y a toute cette phase qui est fastidieuse pour tout le monde, pour les entreprises, pour les promoteurs, pour les bailleurs. Cette standardisation répond à cette difficulté-là. D'accord. Et vous, lorsqu'on échangeait un petit peu avant cette conférence, on a fait un parallèle qui était peut-être un peu audacieux, mais avec un opérateur, peut-être est-il dans cette salle, qui a monté une filiale, Buildtech, vous disiez, on est dans des process de construction qui sont un peu analogues. Comment un opérateur, demain, il y en a de nombreux dans cette salle, pourrait-il s'approprier ces nouveaux process, ces nouveaux modes de construction? Et peut-être que Maxime pourra nous répondre aussi. Après, l'appropriation, elle est dans la compréhension. On est industriel. Industriel, c'est un mot qui fait peur, parce que industriel, c'est très fermé, très... L'industrialisation au sens large du terme, c'est une autre façon de penser dans la conception et dans la réalisation. C'est pas une vision industrielle qui est automatisation et tout ce qu'on peut voir de l'industrialisation. Et nous, on essaie de favoriser cette réflexion-là qui permet aujourd'hui de maîtriser des coûts de projet. La construction modulaire n'est pas un coût de construction plus faible, comme on pourrait le croire, mais un coût maîtrisé, avec moins d'aléas, etc. etc. Pour revenir à votre question, pour rebondir. La question était effectivement, est-ce que c'est un pari audacieux qu'aujourd'hui standardisé, et comment un opérateur peut-il s'approprier? Parce que c'est une question aussi que je poserai un petit peu en cascade, mais la réalité avec sa filiale Buildtech prévoit quand même à l'horizon, je crois, 2025, de construire en modulaire 15 à 20% de la production totale. Donc c'est un pari un peu audacieux, vous ne trouvez pas? Pas forcément. Le pari, parce qu'on aurait peur de cette standardisation, on aurait peur de... Aujourd'hui, la construction modulaire, c'est le squelette, c'est le cœur. On fait souvent des parallèles à la voiture. Les voitures, c'est le châssis, c'est certains éléments qui sont standardisés, mais globalement, peu de voitures sont identiques avec les différentes options, etc. La construction modulaire, c'est à cet avantage-là. On peut changer de vêture, on peut changer de matériaux de menuiserie, etc. etc. On arrive à s'adapter aux contraintes du marché, aux contraintes du cahier des charges du bailleur. Maxime, même question, et après on passera la parole à David, mais justement, ces process peuvent-ils être pérennes et est-ce qu'ils peuvent être étendus à une opération de logement collectif ou avec une vision, et peut-être que vous-même y réfléchissez et apportez des solutions de conseil? Alors vous citez l'exemple de Réalité. Oui. Ce qui a motivé Réalité, alors je peux parler à sa place, il est dans la salle, oui, comme le faire un peu. En fait, ce qui a aussi motivé Réalité à aller sur la préfabrication, leur site, c'est la problématique de pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment. En fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, dans plein de secteurs d'activité. Et dans le bâtiment, c'est particulièrement sévère et ça ne va pas aller en s'améliorant. Je pense que là aussi, pour un promoteur comme lui, c'est aussi de maîtriser en fait son développement, d'internaliser justement, bon après c'est un choix, d'internaliser ou externaliser le sujet. Mais en l'occurrence, ils ont fait le choix d'investir dans une entreprise qui fait de la préfabrication. Bon, d'accord, c'est du bois. Ils ne font pas que du 3D, parce que le 3D est intéressant, mais il y a aussi le 2D qui est intéressant. C'est tout simplement du mur en ossature bois fermé, isolé, bardé, en atelier. Et on voit que tous les acteurs, je ne sais pas si chez Iloft c'est pareil, mais tous les acteurs du modulaire en fait, font aussi du 2D. En fait, aujourd'hui, de plus en plus. En réalité, c'est le cas. Vous avez des boîtes comme Ossabois aussi, d'autres, j'en cite d'autres, pardon. Parce qu'en fait, le modulaire aussi, on le voit par le passé, des acteurs se sont cassés les dents sur le sujet, que ce soit des entreprises, des industriels, des promoteurs. Donc c'est une solution qui est hyper intéressante, mais qui peut pour certains fermer la créativité, fermer la conception. Mais vu dans le contexte dans lequel on est, je pense que la question de l'approche en PCI, c'est en processus de conception intégrée. On parle aussi de conception-réalisation, c'est un peu pareil tout ça. L'approche Lean aussi, qui est un peu issue de l'industriel, ça rejoint quand même le fait d'aller vers des solutions standards. Et je pense que particulièrement dans le bois, on a besoin de ça. Parce qu'en fait, la problématique du bois, pour parler que du bois, de la construction bois, son principal problème, c'est sa diversité de solutions. Et aujourd'hui, pour un promoteur ou pour un acteur de la promotion immobilière, c'est compliqué à comprendre. Parce qu'il y a plein de solutions, c'est très technique, il y a beaucoup d'anticipation, parce que tout se prévoit en phase d'études. Les phases d'études dans le bois sont en général plus longues parce qu'on va loin dans la préfabrication, que ce soit modulaire ou pas.
Et je pense que le mea culpa aussi pour la filière bois à faire dans cette situation, c'est peut-être aussi de proposer peut-être un peu moins de solutions, mais qui sont pour le coup plus optimisées, plus standardisées, et d'arrêter de proposer plein de variantes. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas l'enjeu pour la construction bois et pour les filières de l'industrialisation du bâtiment, c'est de simplifier la mécanique, de simplifier la construction. J'entendais encore un promoteur... Les délais aussi. Les délais, oui. On sait que sur le foncier, les délais sont très longs. Oui, mais sur la standardisation, j'entendais un promoteur qui me disait la semaine dernière, ce qui est bien dans le béton, c'est qu'on ne réfléchit pas. Il faudrait que dans le bois aussi, on ne réfléchisse pas, entre guillemets. Mais voilà, pour moi, le maître mot, c'est simplification. Il faut qu'on aille à des choses plus simples. Et aujourd'hui, des entreprises comme Innov sont en capacité de proposer des choses simples et caractérisées. David, quel est votre regard justement sur ces process de standardisation et justement par rapport à l'emploi dans le BTP, parce qu'on parlait qu'effectivement il y a de moins en moins, enfin il y a de plus en plus de difficultés pour recruter. Est-ce que ça peut être aussi un avantage de trouver des solutions qui attirent plus de jeunes dans cette filière d'emploi? Je crois que ce qui est sûr en tout cas, parce que cette question de la production hors site, elle fait partie des ateliers prioritaires que l'on souhaite mener dans le cadre de l'animation du déroulement du plan départemental de l'habitat. Ce qui est sûr, c'est que les interlocuteurs que l'on rencontre actuellement, on commence nos rencontres, mais il y en a eu un certain nombre de faits, formels ou informels, présentent un certain optimisme sur le développement de la solution et de la filière. Optimisme qui, peut-être, je pourrais même l'avouer, moi, me surprend. C'est-à-dire qu'on voit que, finalement, on parle d'un sujet qui pourrait, à terme, créer un certain nombre de volumes. C'est des questions qui nous intéressent. Ça nous intéresse parce que, on l'a dit, hein, ça peut peser, évidemment, sur les durées de réalisation des projets, ça peut peser sur les prix, ça peut permettre d'éviter des cycles, ça peut permettre de mieux maîtriser son rapport avec les compagnons et son rapport avec la manœuvre. On sait qu'aujourd'hui, pour présider un bailleur social dans le département, on voit bien que la problématique des appels d'offres, elle est non seulement en termes de prix, mais elle est aussi de non-réponse à un certain nombre de sous-segments des appels d'offres parce qu'il y a des difficultés de manœuvre. On sait aussi qu'en Loire-Atlantique, la question de pouvoir trouver des logements adaptés à ceux qui ont des salaires qui sont dans la gamme des salaires les plus bas est très compliquée. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes non seulement de développement des filières de développement économique, mais ça pose même des problèmes de services qui sont aujourd'hui rendus, dont on ne peut plus assurer la pérennité, puisqu'un certain nombre d'employeurs voient les demandeurs d'emploi refuser les opportunités de job parce qu'ils n'arrivent pas à se loger correctement. Donc cette filière de la production hors site, pour nous, elle est fondamentale, elle est vue comme au-delà d'un complément. Et puis, ça a été dit aussi, évoqué, c'est aussi une manière de peut-être mieux maîtriser la transition écologique de nos bâtiments, leur impact carbone, leur qualité, par des productions qui permettent de construire aussi des relations durables avec les filières d'approvisionnement. Donc évidemment, toutes ces questions, pour nous, sont parmi les questions les plus prioritaires et nous réfléchissons à pouvoir développer prochainement des appuis dans nos discussions et de trouver les meilleures politiques publiques pour permettre à ces filières, j'allais dire, quels que soient les modes constructifs choisis d'ailleurs, du moment qu'ils répondent à un certain nombre j'allais dire, d'attendus dont j'ai parlé dans cette intervention, voilà, pour pouvoir réaliser vraiment un pas en avance dans cette industrialisation de la production hors site. Pas en avant souligné par le département, et Pierre et Nathan peut-être aussi, mais Pierre, vous rencontrez certainement des élus dans les collectivités locales, dans les mairies. Comment ils perçoivent aujourd'hui ces modes constructifs ou ces nouveaux modes d'habiter? Alors moi, je rencontre plutôt les bailleurs. Les bailleurs, aujourd'hui, le marché, la construction hors site impose des changements d'habitude dans les revêtements muraux intérieurs, dans les revêtements de sol. Le marché, les bailleurs sont très ouverts à ces changements, à ces adaptations. Ils ont conscience de l'intérêt. On parle de filière sèche, on parle de tous ces sujets-là. Les élus, on en a parlé. Les élus dans le modulaire, on peut répondre à des sujets de logement déplaçable avec le modulaire, qui est une demande qu'on en a beaucoup en ce moment. Je pense que peut-être que tu peux compléter.
Oui, donc nous, c'est vrai qu'on a fait un grand tour des collectivités parce qu'il y avait de la pédagogie à faire autour de la tiny house. Qu'est-ce que c'est une tiny house aussi? Et voilà, et plus généralement de l'habitat léger. Effectivement, il y a une sorte de, je ne sais pas si c'est de la méconnaissance ou en tout cas de réticence. C'est vrai qu'au début, ces habitats légers, quand ils sont arrivés par le prisme des militants, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des a priori sur les habitants en habitat léger. Ça peut être, voilà, nous, par chez nous, ça va être vu comme le zadiste, l'altermondialiste, voilà. Mais nous, bon, ça fait pas très longtemps, ça va faire 1 an et quasiment 1 an et demi qu'on a monté notre entreprise. Et aujourd'hui, c'est monsieur et madame tout le monde qui sont intéressés par ces nouveaux types d'habitat. Parce que voilà, et c'est des jeunes, c'est soit des jeunes, soit des gens qui sont confrontés à une problématique dans leur vie, voilà, un divorce, du coup il y a une baisse de revenus, et donc ils ont plus accès à l'habitat immobilier classique. Et puis en plus, ils ont une conscience un petit peu plus écologique qui aujourd'hui imprègne toute la société. Et donc, ils se tournent vers ces nouveaux modes d'habitat. C'est une subtile alliance entre l'écologie, l'environnement et les phénomènes économiques donc, qui étaient évoqués en début de conférence. Tout à fait. D'accord. Petite question, là justement, on n'a pas tout à fait répondu sur ce décret sur l'urbanisme d'urgence. Est-ce qu'il mériterait d'être assoupli, Pierre ou Nathan, pour vous en tout cas? Ah bah oui, nous c'est... Parce que je vous ai vu tout à l'heure opiner en disant... Oui, effectivement, nous on voyait une opportunité justement, nous en plus vu qu'on s'est mis sur le logement d'urgence, enfin l'hébergement d'urgence notamment avec l'association Trajet, voilà, on s'est empressé, enfin c'est l'association Trajet qui nous a parlé de ce décret, et donc on s'est empressé de l'envoyer à nos partenaires dans les collectivités. Et c'est vrai que nous, on souhaiterait que ce soit, oui, élargi à d'autres publics, forcément, mais aussi dans le temps. Parce que là, le décret se termine en décembre. Donc, il faut que les projets soient ficelés avant le mois de décembre. Apparemment, de ce qu'on sait, certains députés seraient en train de pousser auprès du gouvernement pour prolonger ce décret. On peut rappeler que dit le décret précisément? On va considérer que l'urbanisme sur ce plan... Oui, c'est une dispense de formalité d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables, avec une vision d'un urbanisme d'urgence pour des personnes qui sortent, qui sont en situation de non-emploi, les squats, c'est vraiment spécifique. Et c'est 18 mois. Et voilà. Ce qui est, je rejoins, pour un industriel est un temps très court, donc concevoir un bâtiment déplaçable avec toute la technique qui est associée, peu de visibilité industrielle dans le hors-site, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas investir dans une ingénierie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la partie modulaire, tu as bien insisté, d'autant plus bois, la grosse part de la valeur ajoutée est dans l'engineering amont de la conception et de la partie exécution des modules. À condition qu'on ait du foncier. David, justement sur ce foncier, on évoquait la notion de foncier intercalaire. Est-ce que justement c'est une réponse vis-à-vis de cette situation d'urgence? Merci de cette question, parce que je vais profiter de cette conférence, j'allais dire pour faire un appel à tous sur ces fonciers intercalaires. On a vu d'ailleurs, ça a été un des chiffres qui a été présenté aujourd'hui, la différence grandissante aujourd'hui entre les autorisations et les mises en chantier. Je me dis donc que derrière, il doit y avoir un certain nombre de fonciers. Et ces fonciers, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de les mobiliser. On a besoin de les mobiliser et on souhaite, j'allais dire, que chacun regarde comment, quand on a des difficultés à produire, en tout cas de façon définitive, on peut réussir à se mobiliser autour de ces fonciers intercalaires, pour répondre à des besoins dont on veille, en tout cas au département de Loire-Atlantique, qu'ils soient des besoins qui restent localisés sur l'ensemble du territoire, parce que finalement la plupart des projets qui sont portés sont des projets d'envergure assez modeste. On parle d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une vingtaine parfois de logements, on parle de la mobilité de salariés, on parle de sorties de bidonville, etc. Sur des opérations modestes qu'on a besoin de mobiliser. Donc oui, merci de le rappeler, cette mobilisation des fonciers, et particulièrement des fonciers de façon générale, mais des fonciers intercalaires, est pour nous une des clés de la réussite des politiques publiques que l'on mène dans ce domaine.
Maxime, vous vouliez réagir? Sur le sujet du foncier, moi j'aurais juste deux sujets à aborder sur cette question-là. C'est les friches, parce qu'en fait je crois que le CEREMA a mis en place une cartographie sur ce sujet pour identifier toutes les friches industrielles. Vous êtes déjà au courant, je pense. Et le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle le foncier aérien. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle. Et le fait de construire la ville sur la ville, sur les toits. Je sais que certaines villes ont fait ce travail d'identifier les toits potentiellement constructibles, entre guillemets. Et là, j'ai une question plutôt à vous poser dans la salle. C'est est-ce que sur Nantes ou sur la région, plutôt sur Nantes, sur les métropoles, est-ce qu'on a cet outil ou est-ce qu'il y a un sujet qui a été mis sur la table sur ce foncier aérien? Pour répondre à ta remarque, on a deux sujets importants. Le problème réglementaire, forcément, et le problème privé. Quand on fait une surélévation dans une copropriété, c'est excessivement compliqué. Et le problème réglementaire, je rejoins ce que disait David, je pense qu'il y a un véritable sujet de réforme des documents d'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, on parlait cet été là, de peindre tous les toits français en blanc. On va voir comment ça se passe avec un ABF en centre-ville. On va discuter avec des urbanistes. Alors c'est aussi une autre question sur la construction modulaire. Comment on fait dans des ZAC excessivement dessinés, organisés? On a eu une expérience avec Iloft sur un beau projet à Angers où on avait un urbaniste qui avait super bien travaillé. Pas de peau, la trame d'Iloft, c'est quoi? 3,75 m. Il faut transporter ça sur un camion. Ah, pas de peau. Ce qu'on a dessiné, ce qu'a dessiné l'urbaniste, c'est allé trop loin. Donc je pense qu'il va falloir un jour ou l'autre que les élus se disent est-ce qu'on ne pourrait pas un jour trouver des zones un petit peu plus souples en termes réglementaires? Ça me paraît essentiel. Aujourd'hui, on est de plus en plus cadré et ça va à l'encontre de la souplesse qu'on demande pour pouvoir sortir des opérations économiquement acceptables avec des nouveaux process. Je pense que Iloft et autres se heurtent souvent à cette réflexion-là. Après, pour compléter, si je peux me permettre, nous aussi industriels et constructeurs, on doit créer un standard. Comme on a le parpaing de vin, entre guillemets, aujourd'hui, on n'a pas une largeur de standardisée, on n'a pas un standard. Aujourd'hui, le Lego, on va dire que le module, c'est un Lego dans la construction d'un bâtiment, mais le Lego, il change, il n'y a pas de Lego standard. Donc il faut nous aussi industriels, on travaille sur ce sujet-là. Oui, juste une précision pour répondre sur la question du foncier aérien. Je pense que certains acteurs, notamment des propriétaires de logements, les bailleurs sociaux, ont fait cet exercice et ont tous constaté que ça a un intérêt évidemment, mais économiquement, souvent, c'est au détriment de l'équilibre de l'opération. Je pense qu'on a eu l'occasion les uns les autres d'en discuter avec des opérateurs. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. L'opérateur en question me disait on a créé à l'occasion d'une réhabilitation lourde quelques logements en plus du foncier aérien. Très bien, c'était au détriment de l'équilibre de l'opération qui s'est dégradé. Alors, cela étant, il faut évidemment essayer de trouver des solutions. Le foncier aérien peut être quand même une source, puisqu'on en aura besoin, les années-là. Mais sur la question de la réglementation, tu l'évoquais, Mathieu, c'est sûr qu'il faut trouver des logiques de souplesse. Mais moi, j'aimerais aussi avoir une réponse sur un sujet très pragmatique. Je pense qu'on est tous convaincus qu'il faut trouver des solutions pour répondre à l'urgence, mais des solutions durables. Tiny House est un sujet qui, à mon avis, apporte une réponse d'urgence et doit être dans un cycle de réponse. Alors ça peut correspondre à du logement pérenne pour un certain nombre de personnes, mais évidemment sur les sujets les plus urgents, c'est peut-être pas la solution, ça l'est ponctuellement, dans un cycle de production, avec des solutions industrialisées vraisemblablement. Certains acteurs se sont confrontés à cette logique d'industrialisation pour beaucoup échoué, pas tous heureusement, mais beaucoup. La question que je pose, c'est est-ce qu'il existe des solutions? Quels sont les écueils qu'il faut éviter pour trouver des solutions pérennes, répondant à ces besoins de performance énergétique, évidemment, performance financière, pour que ce ne soit pas forcément plus coûteux que des solutions de base, en tout cas, qui puissent répondre aux besoins, s'insérer dans les logiques normatives. Est-ce qu'on a des solutions demain pour être en production suffisante pour répondre à ces besoins? Ouais, non, mais alors, sur la question de la filière bois, ce qui fonctionne en général, c'est la répétitivité, c'est l'effet volume. Et en fait, il faut dans une démarche, c'est facile comme réponse, mais en fait, il faut être dans une démarche de partenariat avec un industriel en face à soi qui va vous dire, si vous commandez 10, c'est pas le même prix que si vous commandez 100 ou 1000. Et on sait que par le passé, il y a eu des essais avec des accords cadres, des choses comme ça. Mais moi, je pense que c'est une des solutions déjà, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises, je pense que Iloft dira la même chose,
elles vont vous dire, nous, on peut s'engager sur des prix si on peut aussi nous-mêmes avoir face à soi des gens qui s'engagent sur des commandes, peut-être sur des modes de contractualisation un peu différentes. Est-ce que c'est sur des contractualisations annuelles, je ne sais pas, mais des choses vraiment dans une démarche industrie, quoi. Je pense que c'est la première solution. La deuxième, c'est évidemment standardisé, on a déjà pas mal évoqué le sujet. Donc ça demande aussi d'intégrer en amont le plus tôt possible, et ça c'est aussi des phrases qu'on entend souvent, des compétences bois en ingénierie, ça a été dit, et des compétences bois industrielles. Ça pour moi, ça me paraît évident. Et je voulais dire aussi quelque chose, oui, c'est que sur la présence de l'entreprise bois en l'occurrence, par le passé, elle était souvent là en tant que sous-traitant. Et je pense que ça, il ne faut plus le voir. Il faut être soit dans une démarche de co-traitance, soit une démarche même ou soit même de mandataire. On a des entreprises qui se positionnent même comme des entreprises générales bois. Parce que voilà, il y a aussi ça qui évolue. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant? Oui. Tel mieux placé. Je suis bordelais, je suis très proche du FCBA qui est basé à Bordeaux. Pour discuter régulièrement avec eux, il n'y a aucun problème de ressources bois. On a entendu parler d'une inflation, le côté prix, etc. On en parle au début. Je te laisse compléter, mais pour moi, de ma vision, il n'y a pas de problème d'approvisionnement de bois. Et en tout cas, nous, Iloft, on a zéro problème d'approvisionnement de bois. Le problème, il n'est pas sur la ressource, il est sur la mobilisation de la ressource. Voilà. C'est pas la même chose. C'est différent. Ouais, c'est que, voilà, pour certains, j'ai déjà pu en discuter avec eux, c'est que, en fait, on a un mal français, c'est l'industrie. C'est que, et dans la filière bois, c'est la même chose, c'est qu'on manque d'acteurs industriels pour transformer cette ressource. Alors l'histoire est en marche parce qu'on a des investissements conséquents dans la filière bois. Il y a eu des plans, X plans au niveau national pour accompagner ça. C'est vrai que la crise sanitaire a un peu contraint ce développement parce qu'en fait, ce développement qui devait se faire en 5 ou 10 ans, on a demandé que les résultats soient tout de suite. Et en fait, on ne peut pas les avoir tout de suite parce qu'investir, par exemple, en Syrie, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros parce que c'est de l'industrie lourde dans la Syrie, dans la première transformation. Et sur la question de la ressource, aujourd'hui, alors l'histoire de pénurie qu'on a eue, qui était vraiment conjoncturelle parce qu'il y a eu un effet crise sanitaire, je ne vais pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on s'aperçoit même que là, en ce moment, au niveau mondial, il y a même volontairement une baisse de la production de bois d'œuvre, de sciage, parce qu'ils anticipent peut-être un fléchissement du marché. Et on voit même que si on regarde un petit peu les cours du bois un peu partout dans le monde, par exemple aux États-Unis où tout est en bourse, y compris le bois, eh ben, on est sur des prix, je ne sais pas si je devrais le dire, mais on est sur des prix du bois même avant crise, c'est-à-dire il y a 3 ans. Parce que en fait, le bois, pendant 15 ou 20 ans, le prix était toujours le même, c'était très linéaire. C'était à peu près $500, c'est pas du mètre cube là-bas, peu importe. C'est monté à $1 600, donc 3 fois avec la crise sanitaire, et là c'est redescendu de manière assez importante. Après, il y a les effets stock, tout ça qui font que, oui, forcément, aujourd'hui, on n'a pas x3, le prix ne se divise pas par 3, simplement en claquant des doigts. Mais voilà, dans la filière bois, on a été les premiers sur l'augmentation, on est un peu les premiers sur la diminution. Je ne dis pas que je suis en train de vous annoncer que le prix des matières premières va diminuer, parce qu'il y a un contexte mondial, on connaît tous, qui est compliqué. Donc, voilà. Avant que ne résonne le bruit des tire-bouchons et des coupes de champagne qui teintent et que les échanges se poursuivent, moi j'aurais bien aimé prolonger l'échange, mais ça fera peut-être l'occasion d'une prochaine intervention sur architecture, low-tech et justement cette forme d'urbanisme. Vous interpellez aussi, messieurs, mais ce sera peut-être après la sortie d'Urgence Logement, où nous décortiquons les propos de Pierre Madec, économiste à l'EFCE, sur ces freins à la mobilité résidentielle. En tout cas, moi je vous remercie, une salle nombreuse. Je pense que Bertrand doit être très très content et toute l'équipe de l'OMA. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés pour cette conférence.